Charlotte Dornelas, les propos de Donald Trump ont surpris. Il a déclaré qu'Emmanuel Macron se trompe toujours. Qu'en est-il ? Alors, ils ont surpris plus ou moins, parce qu'on avait déjà vu un Donald Trump assez acide avec ses interlocuteurs, et notamment avec Emmanuel Macron. C'était pas la première fois. Alors déjà, on avait un Donald Trump qui était assez peu satisfait de la visite d'Emmanuel Macron au Groenland. Ça l'a un peu agacé. Vous savez que Donald Trump revendique convoite le territoire. Emmanuel Macron a fait la première visite française là-bas. Ensuite, Donald Trump est assez froid avec le G7 qu'il considère d'abord trop européen, et ensuite parmi les Européens relativement hostile à Donald Trump lui-même. Donc, il était probablement assez peu disposé. Et enfin, Emmanuel Macron a commis l'erreur de parler à la place d'un autre chef d'État, à savoir Donald Trump lui-même, puisque quand Donald Trump est parti du G7 après le fameux dîner, il a annoncé que Donald Trump était parti négocier un cessez-le-feu. Donc, Donald Trump a répondu immédiatement. Mais Donald Trump, il use exactement de la même rhétorique assez humiliante, de fait, en interne aux États-Unis, à l'égard de plusieurs personnes ces derniers jours. C'est le cas avec Tucker Carlson. Mathieu nous en parlait hier. C'est un journaliste qui est très dans son giron, on va dire, trumpiste, et qui a rappelé récemment les engagements de Donald Trump, notamment sur la scène internationale et sur l'isolationnisme par rapport à la doctrine des néoconservateurs. Même chose avec Steve Bannon, qui est un appui considérable de Donald Trump depuis longtemps, avec Tulsi Gabbard, qui est une femme de son administration très directement, qui a rappelé la même chose, et il répond « Je ne tiens pas compte de ce qu'elle dit ». Vous verrez que c'est relativement hostile comme commentaire public. Et toutes ces personnes avaient comme point commun avec Emmanuel Macron de prévenir publiquement du danger possible d'un retour d'une doctrine de changement de régime telle que nous l'a exposé Mathieu. Alors, cette pique très acide à l'égard d'Emmanuel Macron cache une ligne assez peu lisible de Donald Trump qui s'explique par de grosses pressions aux États-Unis en politique interne par rapport au positionnement de Donald Trump justement sur le terrain diplomatique. Il a été élu et réélu avec une ligne qu'il a martelée des dizaines et des dizaines de fois, qui est celle de l'isolationnisme qui est rappelée ces jours-ci par ceux précisément qu'il tacle. Je vous lis un tweet de Donald Trump lui-même en 2019. Les États-Unis ont dépensé 8 trillions de dollars en se battant et en régissant le Moyen-Orient. Des centaines de nos grands soldats sont morts ou ont été sévèrement blessés. Des millions de gens sont morts de l'autre côté. Aller au Moyen-Orient est la pire décision que nous ayons prise. Fermez les guillemets. C'est ce qui lui valait notamment le nom de président de la paix au sein de son mouvement MAGA. Et en attaquant ceux qui lui rappellent, on va dire, cette ligne-là, il semble se dédire. Et il est particulièrement agacé. Pourquoi ? Parce que c'est exactement comme sur le sujet ukrainien. Vous savez, en 24 heures, je vais régler le conflit ukrainien. Mais il y a une réalité qui s'impose de manière un peu plus complexe à Donald Trump ces derniers temps et qui doit probablement beaucoup l'agacer. Il ne voulait pas, sur le dossier Israël-Iran, il ne voulait pas de bombardement qu'il a finalement autorisé. Il reste relativement en retrait tout en soutenant Israël. Il explique désormais qu'il veut une fin réelle du conflit et qu'il ne se satisfera pas d'un cessez-le-feu. Donc il veut plus finalement que ce que disait Emmanuel Macron, tout en réclamant une évacuation rapide de Téhéran. Et on a appris, et il l'a confirmé, qu'il a dissuadé Israël d'éliminer le guide suprême iranien, donc Khamenei, dont vient de nous parler Marc. Et ce veto était donc le signe, dès le premier jour, d'une divergence entre les deux alliés sur le but de la guerre. Les fameux 2 buts de la guerre qu'expliquait Mathieu, il y avait une divergence dès le départ entre les États-Unis et Israël sur le 2e but de guerre, à savoir le changement de régime. L'information d'ailleurs avait été confirmée aux États-Unis et infirmée en Israël sur l'élimination de Khamenei. Donc derrière cet affrontement volontairement humiliant avec Emmanuel Macron, vous savez, Emmanuel Macron est vu par Donald Trump, il ne peut pas s'attaquer aussi frontalement, notamment avec Israël, même à l'intérieur des États-Unis. Emmanuel Macron, comme l'Europe tout entière, est vu comme un peu faible. C'est facile de s'en prendre à lui et ça décharge une crispation que Donald Trump a sur un dossier qui est compliqué à gérer, et ça interroge surtout sur le comportement à venir des Américains dans cette guerre en particulier. Mais pourquoi cette réticence aujourd'hui ? Donald Trump n'avait-il pas menacé l'Iran du pire il y a quelque temps ?
En effet, vous savez, il y avait eu un complot iranien qui avait été évoqué contre Donald Trump lui-même. Même Biden avait mis en place une protection particulière pour le candidat Trump à l'époque. Benjamin Netanyahou a mentionné ce complot iranien ces derniers jours parce que Trump avait promis les flammes de l'enfer à l'Iran s'il lui arrivait la moindre chose à l'époque. Mais on le sait désormais, entre ce que dit Donald Trump et ce qu'il dit aussi, pour que ce soit reçu, on va dire, dans sa relation internationale, et ce qu'il fait, il peut y avoir un monde. D'où l'interrogation du comportement américain. Là, dans les heures qui arrivent, personne ne sait trop quel va être exactement le comportement de Donald Trump, parce que Trump a été élu, notamment en raison de son plan de paix pour le Moyen-Orient, qu'il décrivait encore le mois dernier à Riyad. Donc c'est extrêmement important pour une partie de sa base militante, et on le voit ces derniers jours, encore une fois, il soutient Israël sans s'engager très clairement dans le conflit, tout en continuant à évoquer la possibilité d'une négociation qui ne peut se faire dans l'état actuel des choses sans Khamenei. Donc on comprend que l'équation est un petit peu compliquée et il y a un risque intérieur pour Donald Trump. Il est accusé aujourd'hui de toutes parts aux États-Unis. Par les faucons qui veulent l'usage de la force à l'égard de l'Iran depuis des années, et de l'autre côté, par les isolationnistes, sa base MAGA, qui l'accuse de trahir le America First en imaginant s'engager dans le conflit. Donc il y a un vrai défi de politique intérieure pour lui, et les pressions sont actuellement extrêmement fortes. Et d'ailleurs, on a vu J.D. Vance sortir en effet sur ce dossier en expliquant qu'il y a un problème avec le nucléaire iranien, mais que les Américains se rassurent, Donald Trump a été élu sur cette promesse de l'isolationnisme. Donc on comprend que même J.D. Vance essaye de ménager les deux buts de guerre en les séparant et en les distinguant très clairement. Mais pourquoi est-ce qu'il existe cette réticence américaine à la volonté de changer de régime que semble désormais pourtant défendre même les Israéliens ? Mathieu a répondu parfaitement à cette question. En effet, par sa chronique, les résultats récents de la politique américaine, en particulier dans la région, ont été objectivement catastrophiques. D'abord, des milliers, et c'est ce que disait Trump lui-même, des milliers d'Américains sont morts là-bas, et beaucoup d'Américains ne veulent plus continuer à mourir loin de leur pays pour des résultats qui sont très loin du but escompté. La paix n'a clairement pas été le résultat de ces guerres, et parce que les mollahs ne sont pas le seul risque de la région. Il y a un risque de désintégration évidemment du pays, ce qu'on a vu par exemple en Irak, et ce qui menace, ce qui inquiète, on va dire, la Syrie, celui de la vengeance islamiste sunnite, vous savez, cette guerre entre chiites et sunnites qui existe évidemment, celui de l'impréparation politique, qu'évoquait également Mathieu, celui de la désintégration ethnique. En effet, en Iran, l'Iran est un pays relativement homogène religieusement, donc ce sera compliqué sur ce terrain-là, mais très hétérogène ethniquement, et celui aussi potentiellement du rejet de l'initiative occidentale, en effet, parce que, évidemment, la question c'est est-ce que ce régime et ses ambitions nucléaires peuvent être éliminées depuis le ciel, ou faudra-t-il des troupes au sol? Et Trump enverra-t-il des troupes américaines, ou enverra-t-il ses proxys à lui dans la région? Donc qui interviendra demain en Iran pour la chute de ce régime? Ça pose évidemment énormément de questions. Et il faut bien comprendre que dans la critique de la doctrine du changement de régime, il n'y a pas le soutien au régime pour ce qu'il est. Il y a la crainte, en effet, du pire derrière le régime et devant l'impréparation, évidemment politique. Je pense que quand la France, et tout le monde s'enorgueillit en France aujourd'hui, de ne pas être allé en Irak en 2003, je ne pense pas que c'était par admiration ou par amour sans frontières pour Saddam Hussein.